Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Droit privé et sciences criminelles. Droit privé et sciences criminelles. Collection dirigée par Yves Strickler. Créé fin 2011 par Yves Strickler et le Centre d'études et de recherche en droit privé, devenu le Centre d'études et de recherche en droit des procédures en 2013, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice. La présente collection a pour vocation principale de publier des ouvrages en liaison avec le thème retenu pour dénomination de la collection. Cette dernière rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de recherche, de manifestations scientifiques ainsi que d'ouvrages collectifs sur les interrogations actuelles que rencontre la science juridique, spécialement dans le domaine du droit privé et des sciences criminelles. Parution antérieure. La procédure d'IR. Johanna Genovese et Giovanna de Bernardi, octobre 2018, 138 pages. Technique de critique d'une décision définitive. Imprécision sémantique et pérennité des décisions de justice en procédure civile, Tennessee Camp, juin 2018, 160 pages. Réforme de la prescription pénale, dire Christine Courtin et Jean-Raphaël Demarchi, juin 2018, 154 pages. Droit des sociétés et procédures collectives, dire Laurence Caroline Henry, janvier 2018, 207 pages. Le concept d'arbitrage, dire Camille Leroy et Loïc Hibou, décembre 2017, 221 pages. Procédure civile et nouvelles technologies, Delphine Delorgeril, septembre 2017, 164 pages. Mélange en l'honneur du doyen Roger Bernardini, parcours pénal, dire Christine Courtin, Marc Dalloz, Fabienne Guelfi, Jean-François Renucci, mars 2017, 313 pages. Victor Hugo et les magistrats, Marcel Foulon, octobre 2016, 198 pages. Variations juridiques et sociologiques, regards experts sur les grandes mutations du droit, dire Marc Dalloz, septembre 2016, 141 pages. De la mobilisation du fait à la réalisation du droit, dire Maxime Lay et Loïc Hibou, septembre 2016, 225 pages. Les enjeux patrimoniaux de la séparation, questions récurrentes, dire Laetitia Antonini Cochin, juillet 2016, 112 pages. Les aspects procéduraux du dessaisissement, Benjamin Ferrari, février 2016, 192 pages. Le droit et les sentiments, dire Laurie Bolry-Chénic et Delphine Lanzara, décembre 2015, 219 pages. L'erreur judiciaire, apprendre à douter pour lutter contre les erreurs judiciaires, dire Xavier Pin, novembre 2015, 119 pages. Fonctionnaires et droit pénal. Les justiciables comme les autres, dire Marc Dalloz et Christine Courtin, septembre 2015, 226 pages. L'expertise non judiciaire à l'aune des droits fondamentaux, Thibaut Goujon-Bétan, janvier 2015, 196 pages. Un art, un droit, une question, triptyque juridico-artistique, dire Diane Boustany, Dalida Chabry, Marion Combe, Sarah Fari, Marie-Cécile Lasserre, octobre 2014, 210 pages. Le paiement, dire Marc Mignot et Jérôme Lasserre Capdeville, juillet 2014, 298 pages. Le vice de procédure. Réflexion désordonnée d'un artisan du droit sur l'article 2241, alinéa 2 du Code civil, Denisma, juin 2014, 137 pages. Le droit de l'exécution des peines. Espoir ou désillusion, dire Fabienne Guelfi, juin 2014, 153 pages. Variations juridiques et politiques. Clé pour la compréhension du monde contemporain, dit Yves Strickler, novembre 2013, 354 pages. Les infractions de harcèlement, Sylvana Paradiso, octobre 2013, 94 pages. Volonté et bien, dit Yves Strickler et Fabrice Schierjainen, juillet 2013, 352 pages. La réforme de la garde à vue, dire Christine Courtin, janvier 2013, 124 pages. L'arbitrage, questions contemporaines, dit Yves Strickler et Jean-Baptiste Racine, juillet 2012, 224 pages. Le prix de la rupture. Au cœur des contentieux familiaux, dire Laetitia Antonini Cochin et Christine Courtin, mars 2012, 112 pages. Comité de lecture, professeur Yves Strickler, président. Professeur.
Nathalie Fricero, Madame Laetitia Antonini-Cochin, MCFHDR, Madame Christine Courtin, MCFHDR, Madame Christine Pina, MCFHDR, professeur. Pierre-Michel Lecor. Responsable scientifique. Gülsen Yildirim, Isabelle Sauvia et Romain Dumas. Auteur, ordre alphabétique. Sylvie Cartou, chargée de mission ARACT Nouvelle-Aquitaine, psychologue du travail diplômée en GRHERS. Romain Dumas, maître de conférences HDR en droit privé à l'Université de Limoges, directeur adjoint du CREOP, et A4332. Martine Hachel ADYRISPAL, professeure en sciences de gestion à l'IAE de Limoges, directrice scientifique du CREOP et A4332. Sitsofé Serge KOWOUVIH, docteur en droit, directeur juridique et compliance d'ECRA Service France SAS. Bruno MAZIERES, maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Limoges, directeur adjoint du CREOP et A4332. Nicolas Mort, directeur général, médiation des entreprises, ministère de l'économie et des finances. Federica Houdin, maître de conférences en droit privé à l'Université de Tours et médiatrice en entreprise. Ludovic Paillet, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Moulin Lyon 3 EDIEC, CREDIP. Jacques Robert, président de l'UFC Que Choisir Région Limousin, administrateur national. Isabelle Sauvia, maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Limoges, CREOP, et A4332. Marie-Luce Stéphane, doctorante en sciences de gestion à l'Université de Rennes 1, consultante en gestion de crise organisationnelle et médiatrice du travail. Arnaud STIMEC, professeur en sciences de gestion à l'IAE de Rennes. Bernard Vareille, agrégé des facultés de droit, président honoraire de l'Université de Limoges, CREOP et A4332. Gülsen Yildirim, maître de conférences HDR en droit privé, directrice exécutive du CREOP et A4332, Université de Limoges. Préface. Arnaud STIMEC. Médiation et entreprise. Ces termes sonnent tantôt comme un oxymore et tantôt comme une fausse évidence. Une fausse évidence car les médiatrices et les médiateurs autoproclamés sont nombreux. Les responsables des ressources humaines considèrent qu'ils font médiation entre les salariés et certains décideurs, qui pourraient minimiser leur vécu. Tout comme les représentants du personnel, les consultants, les avocats. Ils sont en fait plutôt intermédiaires, intercesseurs voire médiatiseurs, mais rarement médiateurs stricto sensu. La médiation implique de faire le choix de faciliter le dialogue direct, et pas de s'y substituer, et si possible d'avoir la posture adéquate. Impartialité, neutralité, indépendance. Le Code du travail n'aide pas à s'y retrouver. La médiation y est présente mais a été calquée sur un processus connu aux États-Unis sous le nom de « fact-finding ». La médiation y est décrite comme une phase qui fait suite à l'échec d'une conciliation, où le médiateur formule des recommandations rares. L 2523-4 et suivant du Code du travail. Un oxymore car une fois ce malentendu levé, de nombreuses parties prenantes des entreprises considèrent qu'une telle démarche est sympathique mais inadaptée au monde des entreprises. C'est oublier que la médiation a fait l'objet de recours importants dans les conflits collectifs en France, sous le Front populaire, puis aux États-Unis dans le cadre de l'effort de guerre. C'est de là que la médiation contemporaine s'est ensuite diffusée auprès de la société civile, médiation familiale, médiation de voisinage, etc. La médiation a été en grande partie oubliée en France jusqu'au milieu des années 80. Bien que méconnue, la médiation en entreprise ou interentreprise n'est pas rare. Rupture du contrat de travail, difficultés relationnelles entre personnes ou dans des équipes, litige avec un sous-traitant, appui au dialogue social dans un conflit collectif, etc. Mais contrairement aux autres bonnes pratiques, la médiation est une démarche confidentielle, c'est même l'un de ses atouts. Impossible de parler de cas concrets. Pire, les entreprises n'aiment pas faire état de leur recours à des médiateurs, même comme démarche générale, car ce serait avouer qu'il y a des conflits en leur sein. Il est donc très difficile d'évaluer le nombre de médiations dans le champ de l'entreprise, ainsi que leur effet. Il est pourtant possible d'identifier différents niveaux de médiation.
La médiation préventive. Dispositif interne de médiation, par exemple, la SNCF mais aussi des banques, des assurances, des administrations ou collectivités. Dispositif d'appui au dialogue social, par exemple, le dispositif ARACT ministère du Travail ou des interventions ponctuelles adressées à des centres de médiation. La médiation curative. Médiation proposée aux audiences des chambres sociales des cours d'appel, médiation conventionnelle ou judiciaire dans les relations interentreprises, par exemple le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris ou l'Association régionale des médiateurs du Grand Ouest. Le colloque, dont les actes qui suivent sont issus, a le grand mérite d'attirer l'attention sur la complexité du lien médiation-entreprise. Le choix consistant à favoriser un dialogue entre un regard gestion et un regard droit est particulièrement pertinent. On y comprend comment la médiation, par une approche singulière ou contingente, peut heurter une certaine vision universaliste du droit comme de la gestion. En outre, de nombreuses pratiques de nature différente utilisent le terme médiation. Ainsi la médiation institutionnelle de la SNCF, calquée sur le modèle du médiateur de la République, devenu défenseur des droits, est souvent plus connue que la médiation interne. Si l'on peut regretter la confusion que cela crée souvent pour les utilisateurs, il est intéressant d'observer les zones de convergence mais aussi les hybridations assumées. Il est ainsi possible d'incarner différents types de tiers, selon les circonstances, à condition que cela se fasse en transparence et avec l'accord des parties concernées. Les textes qui suivent sont une excellente ouverture à la diversité des pratiques de médiation mais aussi d'intermédiation, de recours amiable ou d'intercession. Avant-propos. Gülsün Yildirim. Créé en 2003 à l'initiative de Marcel Bell, professeur de droit privé à l'Université de Limoges, le Centre de recherche sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine, CREOP, fut l'un des premiers laboratoires bidisciplinaires droit et gestion. Ce projet ambitieux, dans un monde de la recherche souvent cloisonné, avait pour objectif de permettre aux gestionnaires et aux juristes de mener des recherches communes sur le thème de l'entreprise et, plus largement, des organisations et du patrimoine des acteurs économiques. Cette approche conjuguée ou transdisciplinaire répond à une véritable nécessité dans la mesure où l'entreprise est rebelle aux programmes académiques et au cloisonnement disciplinaire. En pratique, il n'existe pas de séparation étanche entre le droit et la gestion. Il est donc logique que cette étroite imbrication se concrétise, en matière de recherche, par la collaboration des gestionnaires et des juristes. Telle est l'ambition du CREOP. Outre la possibilité de maîtriser des concepts juridiques en usage dans leurs divers champs d'investigation, une telle coopération permet aux gestionnaires de transformer certaines règles juridiques en avantages stratégiques pour l'entreprise. Quant aux juristes, le CREOP leur offre une meilleure compréhension des réalités quotidiennes de l'entreprise et notamment de ses impératifs commerciaux, comptables et financiers. Cela leur permet, en particulier lorsqu'ils proposent des analyses ou modifications aux règles de droit existantes, d'être mieux en accord avec les attentes des acteurs économiques et les stratégies d'entreprise. Le projet scientifique du CREOP procède d'une certaine humilité face à la complexité de phénomènes qui ne peuvent plus être maîtrisés par une seule catégorie de spécialistes. C'est dans cette ambition que les chercheurs du CREOP organisent régulièrement des rencontres dites Regards croisés droit et gestion. Ainsi, en janvier 2018, le choix s'est porté sur la médiation et l'entreprise, toujours sous le prisme bidisciplinaire. Pour les juristes, la médiation est un concept bien connu qui a subi, ces dernières années, de nombreux développements législatifs. Il suffit pour cela de constater le nombre de colloques ou journées d'études, et le nombre d'articles dans les revues de droit. Toutefois, le concept de médiation est polysémique et peut se conjuguer au pluriel dans le domaine de la psychologie, la sociologie, de l'éducation et bien sûr des sciences de gestion. Appliquée à l'entreprise, la médiation évolue dans un environnement favorable. En effet, celle-ci est par définition entre. À l'intérieur, pour produire les biens et services, le travail est réparti entre plusieurs personnes. À l'extérieur, la fonction économique et sociale de l'entreprise la situe entre clients et fournisseurs. Par conséquent, le destin de l'entreprise est entre les mains d'une pluralité d'acteurs qui nécessitent de faire lien et c'est dans cette fonction créatrice de lien que la médiation prend tout son sens à travers sa dimension psychologique et sa complexité conceptuelle et technique.
L'enjeu de cette étude a donc été de trouver des interactions entre d'un côté, une approche juridique, concept connu, et une approche gestionnaire, concept moins familier. Une approche bidisciplinaire est enrichissante car elle permet non seulement de croiser les regards, mais aussi les méthodologies de recherche. Ainsi, lors de cette journée d'études, l'approche universitaire classique a été conjuguée avec des interventions pratiques et le travail sous la forme d'entretiens et de questionnaires des étudiants de 2 masters de l'Université de Limoges. Il me revient de remercier tout particulièrement Isabelle Sauvia, maître de conférences en sciences de gestion, et Romain Dumas, maître de conférences HDR en droit privé, sans qui cette journée et la publication des actes n'auraient pas pu avoir lieu, les étudiants pour leur implication et l'ensemble des intervenants tant universitaires que professionnels. Cet ouvrage retranscrit, aussi fidèlement que possible, cette démarche innovante à travers les propos tenus et les points de vue défendus par les participants lors de cette journée d'études. Puisse-t-il contribuer à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Propos introductifs. Regard d'une gestionnaire, contexte d'émergence, de la médiation en entreprise. Marilus Stéphane. À l'instar de toute organisation humaine, l'entreprise voit germer en son sein des tensions qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent rapidement escalader jusqu'à asphyxier toute dynamique relationnelle pour laisser s'entrelacer des nœuds conflictuels inextricables. L'organisation, une entreprise, une collectivité, une association et toute autre structure de travail, n'est rien d'autre qu'un univers de conflits et son fonctionnement, le résultat des affrontements entre les divergences d'acteurs utilisant, voire abusant de sources de pouvoir à leur disposition. Les conflits d'intérêts, les incohérences, les pesanteurs structurelles qui en résultent, ne sont pas les manifestations de dysfonctions organisationnelles, mais bien la rançon qu'une organisation doit payer pour exister. Tout dirigeant sait qu'il faut composer avec des factions, des conflits, des incohérences, des inégalités. 1. Dans bien des cas, les réorganisations consistent à parcelliser scientifiquement le travail afin de mieux le recomposer dans un second temps. Mais si, in fine, la décomposition et la précision des tâches à accomplir, des rôles à assumer et des fonctions à exercer, visent à fluidifier les circuits de production et de décision dans un souci d'efficacité et de performance, cette organisation scientifique du travail ne donne aucune orientation sur la qualité des relations entre les différents acteurs. La nouvelle organisation du travail ainsi décrétée et mise en œuvre suscite à nouveau des résistances, laisse gonfler des conflits larvés et émerger de nouvelles luttes internes. Cette lecture systémique de la réorganisation du travail met en avant la répétition de symptômes traduisant les mêmes causes, ce qui fait dire à Gregory Bateson de « Plus ça change et plus c'est la même chose », complété par Paul Václavic, 3. Toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat, amplifié. Ces jeux sans fin sont essentiellement des jeux de division et de pouvoir, qui ont grossi au rythme des réorganisations. Les salariés sont alors tour à tour incités à finaliser les derniers ajustements liés à la réorganisation, décidés parfois quelques années avant, tout en étant invités à résister aux rumeurs pour ne pas se laisser démobiliser à l'annonce d'une imminente nouvelle transformation organisationnelle. Le diagnostic d'une situation conflictuelle dépend alors du point de vue que l'on privilégie, des intérêts et des valeurs que l'on défend, des hantises qui nous rongent, de notre rapport au temps, du moment d'observation, de l'évolution des interactions entre protagonistes, des influences extérieures qui s'exercent sur eux. Les causes d'un conflit sont souvent recherchées dans l'attitude même de ces protagonistes pour lesquels il est bien souvent difficile d'exprimer les dissensions qui portent sur une perception d'injustice, de perte de pouvoir, d'absence d'équité de traitement, de manque de clarté dans la définition des rôles, des fonctions et des missions, du sentiment d'incertitude et d'insécurité face à l'arrivée de nouveaux partenaires dans le cadre de fusion, de rapprochement, etc. Le conflit se gonfle alors d'une accumulation de différends avec, au fur et à mesure, la perception d'une situation d'impasse insupportable. Plus personne ne parvient à discerner ce qui s'est réellement passé pour en arriver là, et les protagonistes ne s'attachent plus qu'à ce qui a bien pu tout faire basculer. Derrière l'analyse de l'émergence du conflit, pointe immédiatement la question de son traitement. Faut-il le laisser s'épanouir ? Faut-il plus ou moins rapidement le résoudre ? Faut-il lui trouver une solution à moyen terme ?
Faut-il éviter qu'ils ne se reproduisent? Tout dépend alors de la façon dont on en prend la mesure, du sens individuel ou collectif qu'on lui accorde, des conséquences que l'on en attend ou que l'on en redoute, du contexte dans lequel il s'inscrit et des ressources institutionnelles, sociales, matérielles, culturelles, intellectuelles mobilisables pour en assurer la régulation. En réponse à ces situations de confusion et de dysfonctionnement relationnel, la tendance d'adaptabilité de l'organisation va lui faire coïncider ses structures internes. Cet isomorphisme va concrètement se traduire par la création en interne de services, départements, unités de travail auxquelles il reviendra d'œuvrer à l'apaisement et à la résolution des conflits, ou par le recours à l'intervention extérieure de professionnels habilités. Dépasser les querelles de définition 4 et de clarification 5 de tel ou tel mode alternatif de règlement des conflits. Il est aujourd'hui clairement admis que la médiation est plurielle. Il existe de nombreuses façons de faire médiation et d'être médiateur, y compris en entreprise. Certains la nomment médiation interne, d'autres médiation intra, mais pour tous, il s'agit bien d'un processus de résolution à l'amiable des différends relationnels qui surviennent au sein d'une organisation, entreprise, collectivité ou association, entre des individus ou des groupes d'individus, volontairement impliqués dans la recherche d'une sortie par le haut de la situation conflictuelle dans laquelle ils se trouvent avec l'aide des apostrophes. Un tiers facilitateur, professionnel, diligent, impartial, indépendant, neutre, garant du cadre confidentiel et courtois, le médiateur 6. Au regard de la prégnance des problématiques auxquelles doit faire face telle ou telle organisation, divers dispositifs sont élaborés et présentent chacun des spécificités particulières, dessinant ainsi un monde de la médiation au paysage contrasté, travaillé par des fractures plus ou moins profondes et saillantes qui ne sont pas uniquement d'ordre méthodologique, mais qui traduisent par ailleurs l'expression de visions du monde parfois différentes quand elles ne sont pas tout simplement antinomiques. Pour autant, à de très rares exceptions près, la majorité de ces dispositifs poursuivent les mêmes objectifs: apaiser, réguler, résoudre et prévenir les tensions et les conflits relationnels. Quel est le rôle joué par le médiateur? Quelle est sa posture? Comment s'articulent les dispositifs de médiation? Les promesses sont-elles tenues? Pour quels effets? Le médiateur intervenant dans le cadre de conflits relationnels au travail, qu'il soit médiateur interne, tiers internalisé, médiateur internalisé ou médiateur externe, confère infra, est un tiers neutre à la relation qui, respectant les principes d'indépendance, d'impartialité et de neutralité, permet l'épuisement de la dispute et l'échange des points de vue sans faire perdre la face. Par sa position extérieure de tiers, le médiateur favorise la prise de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.